On pense souvent connaître l'huile d'olive, surtout celle de Tunisie, réputée dans le monde entier. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière ce produit phare se cache une histoire économique assez surprenante. Une histoire de millions d'euros qui s'évapore chaque année. En fait, c'est l'histoire d'un trésor liquide qui, en quelque sorte, glisse entre les doigts du pays à chaque exportation. Alors, regardons les chiffres. Ce graphique, il est assez parlant, non? On voit tout de suite le déséquilibre. La Tunisie est un poids lourd mondial de la production, c'est un fait. Pourtant, plus de 70% de son huile d'olive est exportée en vrac. Et ça change tout. Ça veut dire qu'elle passe à côté de l'essentiel de la valeur ajoutée. C'est un peu comme vendre des pépites d'or au prix du sable. La question qui se pose est donc évidente. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de valeur est laissée sur le carreau? Pour trouver la réponse, il faut remonter toute la filière. On va suivre le voyage de cet or liquide, de l'olivéré, jusqu'à la bouteille qu'on retrouve en magasin. Et voilà le chiffre clé, le chiffre qui explique tout. 4 fois. Une huile d'olive de qualité supérieure, une fois mise en bouteille, peut se vendre jusqu'à 4 fois plus cher que la même huile vendue en vrac. C'est énorme. C'est tout simplement un manque à gagner colossal pour l'économie tunisienne. Alors passons à la partie intéressante, de l'oliveraie à l'or. L'anatomie de l'huile d'olive premium. Qu'est-ce qui fait la différence, concrètement? Comment on passe d'une olive, un simple fruit, à un produit de luxe? C'est un vrai travail d'orfèvre, un processus hyper méticuleux, où absolument chaque détail a son importance. Première étape donc, la récolte. Et là, tout commence par un respect quasi religieux du fruit. Pour une huile d'exception, pas de machine brutale. Non, la récolte se fait à la main, en douceur. Les olives sont attrapées dans de grands filets pour qu'elles ne touchent jamais le sol. C'est crucial pour éviter les meurtrissures et le début de l'oxydation. Ensuite, direction le moulin pour l'étape numéro 2, l'extraction. C'est un moment absolument critique. Le grand secret, c'est ce qu'on appelle l'extraction à froid. Ça veut dire que la température ne doit jamais dépasser 25 degrés. Pourquoi? Pour préserver tous les arômes les plus fins, les plus délicats. Et bien sûr, tout le matériel est en acier inoxydable pour garantir une pureté totale du goût. Troisième étape, le stockage. Une fois qu'on a ce jus précieux, il faut le protéger. L'huile d'olive, c'est fragile. Elle est donc immédiatement transférée dans d'immenses cuves en inox, parfaitement hermétiques. Et là, petite astuce de pro, on injecte de l'azote. Ça a l'air technique, mais c'est simple. L'azote chasse l'oxygène qui est l'ennemi juré de l'huile. C'est la garantie d'une fraîcheur impeccable. Et enfin, la quatrième et dernière étape, l'embouteillage. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. On utilise des bouteilles en verre foncé, pas pour faire jauni, mais pour protéger l'huile des rayons UV. Les bouchons aussi sont spéciaux, conçus pour bloquer l'oxydation. Et évidemment, toute la chaîne de production est ultra contrôlée, avec des certifications d'hygiène comme le HACCP pour une sécurité alimentaire totale. Bien, on a vu comment faire une huile d'exception. Mais ça ne suffit pas. C'est là qu'on aborde le deuxième grand chapitre, le défi mondial de la qualité, ou comment prouver son excellence au monde entier. Parce que produire de la qualité, c'est une chose, le faire savoir et le faire accepter, c'en est une autre. En fait, une qualité premium, ça ne se décrète pas. Ça se prouve. Et pour ça, il faut des certifications reconnues internationalement. Pensez à ces certifications comme à des passeports. Sans le bon passeport, impossible de franchir les frontières des marchés les plus exigeants. C'est un gage de confiance absolue pour le consommateur final. Regardons deux exemples concrets. Le label bio européen et le label USDA organique américain. Les deux sont très stricts, bien sûr, mais le label américain, l'USDA organique, a une particularité, sa politique de tolérance zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la douane, si les analyses trouvent la moindre, même une infime trace de pesticides non approuvés, tout le lot est refusé. C'est radical. Et le bio, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a tout un univers d'autres certifications clés. L'ISO 22000 pour la sécurité alimentaire, les normes BRC ou IFS exigées par la grande distribution en Europe. Et puis il y a des certifications plus spécifiques, comme le halal pour les marchés des pays musulmans ou le kasher qui est très important aux États-Unis, au Canada et en Israël. En fait, chaque certification, c'est une nouvelle clé pour ouvrir un nouveau marché. Alors, face à ce constat, que faire? On ne parle pas de petits ajustements ici et là. Non, pour vraiment changer la donne, il faut un plan d'envergure, une stratégie nationale. C'est ce qu'on va voir maintenant. Le plan directeur pour une nation, un plan de transformation en 4 axes. Voilà donc l'idée. Une stratégie de valorisation qui s'articule autour de 4 grands axes. 4 piliers pensés pour agir sur toute la chaîne et faire monter en gamme l'ensemble du secteur.
Premier axe, modernisation et standardisation. C'est la base de tout. Ça passe par la modernisation des moulins, l'installation de cuivres de stockage modernes, mais aussi par la création de laboratoires d'analyse directement sur place pour un contrôle qualité permanent. Et surtout, former les oléiculteurs, ceux qui sont sur le terrain, aux bonnes techniques de récolte. C'est le socle. Deuxième axe, construire un écosystème compétitif. L'idée ici, c'est de ne plus dépendre de l'extérieur. Il s'agit de créer des zones industrielles dédiées, de développer une logistique performante et même de favoriser la production locale des bouteilles en verre et des emballages. Bref, maîtriser toute la chaîne pour être plus agile, plus réactif et moins coûteux. Le troisième axe est peut-être le plus glamour. Il s'agit de développer des marques tunisiennes premium. C'est un changement de mentalité. On ne vend plus une simple matière première, on vend une histoire, une marque. Ça implique d'investir dans le branding, dans le storytelling, de créer des emballages qui se remarquent et d'aller chercher des médailles dans les grands concours internationaux pour asseoir sa réputation. Et enfin, le quatrième et dernier axe, soutenir les exportateurs et les producteurs. C'est l'humain au centre de la stratégie. Concrètement, ça veut dire offrir des formations techniques sur les normes, aider financièrement à l'achat d'équipements modernes et accompagner les producteurs pour qu'ils puissent décrocher ces fameuses certifications internationales. C'est essentiel, car sans eux, rien ne se fait. On arrive donc au cœur de la stratégie. De la matière première à l'identité, il s'agit de reprendre le contrôle de la chaîne de valeur. Tout le but de ces 4 axes, c'est bien ça. Maîtriser le produit de A à Z, de l'olivier qui pousse en Tunisie jusqu'à la table du consommateur, où qu'il soit dans le monde. Et les bénéfices potentiels sont spectaculaires. Ce graphique le montre bien. Le passage de l'exportation en vrac à l'exportation en bouteille premium, ça n'est pas juste une petite amélioration. On parle d'une augmentation de la valeur qui peut aller de 200 à 400%. C'est une véritable révolution économique, une manne financière pour le pays. Et cette citation résume parfaitement l'enjeu. Il ne s'agit plus seulement d'exporter de l'huile, il s'agit d'exporter une identité, une excellence et une marque nationale. C'est ça, le vrai changement. On dépasse la simple transaction commerciale pour construire une image de marque pour tout un pays basé sur l'excellence. Finalement, cette histoire de l'huile d'olive tunisienne, c'est un excellent exemple de ce qui se cache derrière beaucoup de produits qu'on consomme tous les jours. Une chaîne de valeur, des ambitions, une identité. Ça laisse songeur. Et ça nous amène à cette question finale. Quelle est l'histoire cachée derrière notre aliment préféré ?